Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux, dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Romain Fedel, La société en commandite spéciale. Essai en droit luxembourgeois, 2022. Christina Elena Popatache, Vers un droit de l'âme et des bioénergies du vivant, 2022. Sabine Ndeze de NGUEA MOA, Le permis de construire dans le droit de l'urbanisme, 2022. Demba Mbo, Le secret dans l'arbitrage international, approche critique, 2021. Benoît Grémard, de l'arme nucléaire française. Essai sur la constitutionnalisation de la force de frappe, 2021. Gladys Trezenem, La dignité de la personne humaine et le juge administratif, 2021. Chrissy Papanikaolaou, Le principe de l'État social, Étude sur les limites de l'activité législative en droit comparé français et hellénique, 2021. Yves-Gabriel Djeykakam-Dom, La responsabilité des ordonnateurs des crédits publics dans le système financier contemporain. Étude des droits camerounais et français, 2021. Laurie Marguet, Le droit de la procréation en France et en Allemagne. Étude sur la normalisation de la vie, 2021. Remerciements. Mes remerciements vont tout d'abord à Monsieur le professeur Gilles Cuniberti, pour l'attention et la bienveillance avec lesquelles il a dirigé mon travail. Sa patience et ses encouragements continus m'ont permis d'avancer avec des pas plus sûrs, et ses observations m'ont aidé à perfectionner mon travail. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de ma plus sincère reconnaissance et de mon profond respect. Mes remerciements vont ensuite à Madame la professeure Séverine Mentray, qui tout au long de mon parcours n'a pas cessé de m'encourager. Je remercie également l'ensemble du personnel du Luxembourg Learning Center ainsi que le personnel de la bibliothèque de l'Institut Max Planck de Luxembourg pour leur grande aide et disponibilité. Je remercie enfin mes parents pour le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de ces années. Liste des principales abréviations. Ouvrages cités sous le seul nom de leur auteuresse. Audit B, Davou L, Droit international privé 8e D, LGDJ 2018. Brandt, R.A., Europe, P. Monsieur, The 2005 Hague Convention on Choice of Course Agreement Commentary and Document Cambridge University Press Cambridge, 2008. Bureau D, Muirwatt H, Droit international privé Thomas A2, 4e D, PUF 2017. Godemet Talon, H, Ancel, Monsieur E, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e D, LGDJ 2018. Mayer P, EZH, Rémy B, Droit international privé, 12e D, LGDJ 2019. Niboyet, Monsieur L, de Jouffre de la Pradelle, G, Droit international privé, 6e D, LGDJ 2017. Résumé. L'accord exclusif d'élection de Fort en tant que mode d'attribution de compétences dans les litiges commerciaux internationaux fait partie de l'économie du contrat international. Il constitue une composante indispensable de l'autonomie des parties, en tant que principe gouvernant les rapports commerciaux internationaux. À cet égard,
La promotion du commerce et des investissements internationaux nécessite l'élaboration d'un régime international apportant la sécurité et assurant l'efficacité des accords exclusifs d'élection de Fort. Tel est l'objectif proclamé par les rédacteurs de la Convention de La Haye sur les accords d'élection de Fort. L'analyse des dispositions de la Convention révèle que cette efficacité prônée par cet instrument est mitigée. Ce constat se vérifie tant au niveau de la validité de l'accord qu'au niveau de ses effets. S'agissant de la validité de l'accord d'élection de Fort, l'édiction d'une règle de conflit régissant la validité substantielle de l'accord est applicable de manière uniforme quel que soit le tribunal saisi, semble assurer a priori l'objectif de prévisibilité que procure cet accord aux parties. Cependant, cette règle soulève des difficultés de mise en œuvre susceptibles d'en réduire la portée. L'importation de cette règle dans le régime européen des accords d'élection de Fort soulève des problèmes analogues. Quant à la forme de l'accord, le libéralisme de la Convention, conjugué à la brièveté des dispositions, livre les tribunaux des États contractants à eux-mêmes face aux difficultés qui peuvent surgir concernant la forme de certaines clauses attributives de juridiction comme les clauses par référence. Dans une approche comparée avec le régime européen, les règles d'interprétation adoptées dans ce cadre peuvent fournir un outil d'interprétation pour les tribunaux des États membres de l'Union européenne et permettre en définitive de forger des règles analogues dans le cadre de l'interprétation du texte de la Convention. S'agissant des effets de l'accord, l'efficacité de l'accord exclusif d'élection de Fort est envisagée du point de vue de son effet dérogatoire. À cet égard, le principe édicté par la Convention est l'obligation pour le juge saisi mais non élu de décliner sa compétence. Cependant, d'une part, ce principe est largement édulcoré par des exceptions et d'autre part, la Convention reconnaît au juge saisi en dépit de l'accord et même en cas de saisine parallèle du juge élu, le pouvoir de se prononcer sur la validité de l'accord. Ce schéma diffère du régime européen qui, notamment en cas de procédure parallèle, adopte un régime plus performant. En revanche, le silence du règlement européen sur l'efficacité des accords exclusifs au profit des tribunaux d'États tiers peut trouver un remède dans la Convention de La Haye. Préface. La thèse de Madame Zora Mchirgi est la première monographie en langue française consacrée à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de Fort. Bien que n'étant en vigueur que dans un petit nombre d'États, Union européenne, Mexique, Singapour, Royaume-Uni, Monténégro, l'importance de cette convention ne saurait être sous-estimée. Elle régira en effet, à terme, les clauses attributives de juridiction incluses dans des contrats entre parties résidant dans l'Union européenne et parties résidant dans de nombreux États tiers. Or, la majorité des contrats du commerce international comportent soit une clause attributive, soit une clause compromissoire. La Convention de 2005 comporte deux séries de règles. Les premières sont des règles de compétence directe imposant au tribunal élu de retenir sa compétence et exigeant que les autres tribunaux, non élus, déclinent leurs compétences. Les secondes imposent la reconnaissance et l'exécution des jugements rendus par le juge élu. À l'heure du Brexit et de l'établissement des tribunaux commerciaux internationaux, ce sont essentiellement ces dernières règles qui ont été mises en avant. Les juridictions londoniennes et singapouriennes tiennent à rassurer leur clientèle sur l'exécutabilité de leurs jugements hors de leurs frontières, et ont ratifié la Convention à cette fin. Les professions juridiques de ces États souhaitent en effet formuler un argument marketing simple, voire simpliste, selon lequel la ratification de la Convention garantirait la circulation des jugements de ces États dans le reste du monde. La situation est infiniment plus complexe, la Convention prévoyant un nombre significatif de cas de refus de reconnaissance, qui se retrouvent d'ailleurs dans le droit commun des jugements étrangers de nombreux États. Les règles de compétence directe établies par la Convention seront donc au moins aussi importantes. C'est à l'étude de ces règles que Madame Mchirgi a consacré son étude. Son projet a été de les analyser sous un angle comparatif, afin d'en mesurer l'efficacité. L'ouvrage se concentre sur les règles relatives à la validité et à l'effet des accords d'élection de Fort, obligation pour le juge non élu de décliner sa compétence, et identifie un certain nombre de limites à leur mise en œuvre. Madame Mchirgi conclut cependant que, malgré un bilan était important d'atteindre un consensus,
même si les compromis nécessaires à cet égard se sont traduits par des défaillances dues en grande partie à une impossibilité d'atteindre une solution optimale acceptable par des États ne relevant pas d'une même tradition juridique. V. Notre étude, Signaling the Enforceability of the Forum's Judgment Abroad, Rive. Dir. Int. Prive. Eproc. 2020, page 33 et s. Par-delà cette évaluation de la Convention, Madame Mchirgi offre une analyse approfondie de règles dont le sens et l'application n'apparaîtront pas comme évidents pour nombre de lecteurs francophones. Parmi de nombreux exemples, on citera la faculté offerte au juge non élu de retenir sa compétence lorsque donné effet à l'accord aboutirait à une injustice manifeste, ou serait contraire à l'ordre public de l'État du tribunal saisi, art. 6c de la Convention. Concernant le concept d'injustice manifeste, Madame Mchirgi propose de manière convaincante que la notion soit limitée à l'injustice procédurale, et plus précisément aux violations du droit d'accès à la justice. Concernant l'utilisation du concept d'ordre public, la difficulté vient de sa confrontation non pas avec une norme étrangère, loi étrangère dans le cadre de la mise en œuvre de la règle de conflit de loi, jugement étranger, mais avec une clause contractuelle, la clause attributive de juridiction. Madame Mchirgi soutient à nouveau de manière convaincante que le concept de contrariété à l'ordre public doit être compris comme renvoyant à la probabilité de non-application par le juge élu de normes aboutissant à des résultats équivalents à ceux protégés par les lois de police du juge non élu. Naturellement, les propositions de Madame Mchirgi n'emporteront pas forcément toute l'adhésion du lecteur. L'auteur de cette préface est favorable à l'admission du renvoi dans le cadre de l'appréciation de la validité substantielle de l'accord d'élection de Fort, solution, que Madame Mchirgi critique fortement. Mais c'est le propre des travaux de qualité que de susciter le débat. L'étude de Madame Mchirgi en fait indéniablement partie. Gilles Cuniberti, professeur à l'Université de Luxembourg. Introduction. 1. Au seuil du procès civil international, les parties jouissent d'une certaine marge de liberté qu'elles doivent exercer à bon escient pour éviter les multiples choses-trappes que leur tend l'enchevêtrement des sources du droit judiciaire international. Choisir la bonne juridiction est la première étape du procès civil international. La liberté dont disposent les parties en la matière s'exerce généralement en souscrivant des clauses relatives à la compétence. Ces clauses devraient être le moyen le plus sûr de réduire l'insécurité inhérente à la disparité des règles de compétence judiciaire et de prévenir l'éclosion d'un conflit de procédure dont le règlement est toujours délicat en matière internationale. Certes, pendant longtemps, reconnaître aux parties le pouvoir de convenir de l'autorité appelée à résoudre un litige éventuel ou déjà né entre eux n'a pas été vu d'un bon œil en maint pays. Ainsi, aux États-Unis et jusqu'à l'arrêt The Bremen de la Cour suprême fédérale, les juridictions américaines, qu'il s'agisse des juridictions des États ou des juridictions fédérales, refusaient de tenir compte des clauses attributives de juridiction. Les arguments développés à l'appui de cette position étaient au nombre de 3. D'abord, les parties n'auraient pas le droit par un simple accord de déposséder une juridiction de sa compétence, to oust a court of jurisdiction. Ensuite, ces clauses permettraient un regrettable forum shopping. Enfin, elles seraient contraires à la politique publique de l'État, the public policy. Toutefois, cette conception a reculé à mesure que s'affirmait l'utilité des clauses attributives de juridiction ou accords d'élection de Fort dans les relations internationales. Ainsi, aux États-Unis, dans l'arrêt The Bremen, la Cour suprême a mis l'accent sur le fait que les nécessités du commerce international commandent que les clauses attributives de juridiction à un tribunal étranger soient présumées valables et reçoivent effet, sauf exception. Remédiant aux incertitudes de la compétence internationale et évitant en cas de litige de voir les parties entamer chacune une procédure dans des pays différents, le libre choix d'un fort étatique par les parties dans les contrats internationaux est désormais largement admis dans le droit commun de la plupart des États du monde. La faveur reconnue à ces clauses s'est notamment traduite dans les textes européens à partir de la Convention de Bruxelles de 1968, et depuis dans la Convention de Lugano et dans le règlement Bruxelles I devenu règlement Bruxelles I bis. Récemment s'est ajoutée la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de Fort dont l'objet premier
est également d'assurer en matière internationale l'efficacité entre les États contractants d'un accord d'élection de force valable en vertu de ses dispositions, ainsi que de garantir l'exécution du jugement qui en découle. La Convention de La Haye se présente ainsi comme un arsenal qui s'ajoute parfois aux moyens dont disposent déjà les États, mais a le mérite d'être un instrument à vocation mondiale en la matière. Adoptée au sein de la Conférence de La Haye de droit international privé, cette convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2015 à la suite de l'adhésion du Mexique et de l'Union européenne. Cependant, le libéralisme va plus loin encore car les États admettent non seulement que les parties aient recours aux organes d'un autre État, mais également à la justice privée. Il s'agit du recours à l'arbitrage. Ici encore, la politique des États consiste à encourager l'essor de l'arbitrage international, d'abord en le dotant d'un régime juridique extrêmement favorable, et ensuite en étendant le champ de l'arbitrabilité des litiges. Cette faveur à l'arbitrage est renforcée par l'existence de nombreux instruments internationaux dont le plus important est la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiées jusqu'à présent par 160 États, ce qui en fait un instrument presque universel. Principalement destinée à favoriser l'exécution des sentences arbitrales, elle contient aussi des dispositions sur les conventions d'arbitrage. L'adoption d'une convention mondiale sur les accords d'élection de force soulève la question des enjeux d'une telle convention. 1. À cet égard, les rapporteurs de la Convention ont souligné dans leur rapport explicatif que par l'adoption de la Convention de La Haye, on espère que celle-ci fera pour les accords d'élection de force ce que la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères a fait pour les conventions d'arbitrage. Une comparaison avec la Convention de New York permet de révéler les similitudes entre les deux instruments, mais également les différences qui peuvent avoir un impact sur l'essor de la Convention de La Haye. 2. Un aperçu sur l'historique de la Convention de La Haye est essentiel afin de bien comprendre que bien qu'elle soit le fruit d'un échec, elle demeure une réussite dans le domaine de la compétence judiciaire au plan mondial. 3. Enfin, la Convention porte sur de nombreuses questions, nous devrons en ignorer certaines et nous concentrer sur d'autres. 4. 1. Les enjeux d'une convention internationale sur les accords d'élection de force. 2. À la lumière de la coexistence des clauses attributives de juridiction désignant les juges d'un pays donné, avec des conventions d'arbitrage qui permettent le choix d'un tribunal non étatique largement affranchi des contraintes des systèmes juridiques nationaux, la question se pose de savoir si la Convention de La Haye permettra de rétablir l'équilibre entre le procès judiciaire et l'arbitrage en tant que mode de règlement des différends internationaux. Le débat sur la question de savoir si la meilleure méthode de règlement des litiges internationaux est l'arbitrage ou le procès judiciaire a suscité l'intérêt de nombreux auteurs mais n'a pas abouti à des conclusions claires. Certes, peu affirmeraient encore que l'arbitrage est une panacée universelle dans les relations commerciales internationales. Ce qui n'est pas discutable, en revanche, c'est que sans la Convention de La Haye sur les accords d'élection de force, l'arbitrage bénéficie de l'avantage décisif de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères qui prévoit un ensemble de règles permettant l'exécution des conventions d'arbitrage ainsi que des sentences qui en résultent dans ces 160 États contractants. Le déséquilibre des règles internationales dû au fait que l'exécution des sentences arbitrales est assurée par le biais de la Convention de New York, alors que ce mécanisme uniforme est absent pour les jugements, était l'un des facteurs primordiaux ayant mené à l'adoption de la Convention de La Haye de 2005. L'impact de la Convention sera important tant au moment de la planification de la transaction qu'au moment du règlement d'un litige. Les avantages et les inconvénients de chacun des deux modes d'attribution de compétences sont des questions qui devraient être prises en compte par les avocats d'affaires qui rédigent les contrats commerciaux internationaux, afin de mettre leurs clients respectifs dans la meilleure position possible au cas où un litige survient. Aussi longtemps que la Convention de New York permettait l'exécution à la fois de la convention d'arbitrage et la sentence qui en résultait, et qu'aucun traité correspondant ne présentait des règles similaires pour les clauses attributives de juridiction et les jugements qui en résultent, l'arbitrage offrait un avantage spécifique.
Ceci présente un motif solide pour une ratification large de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d'élection de Ford. Avec la Convention de La Haye en place, les clauses d'attribution de compétences dans les contrats commerciaux internationaux peuvent être conçues en ayant en vue les avantages et les inconvénients à la fois de l'arbitrage et du procès judiciaire, et le choix peut être fait sur une base plus équilibrée. Un autre élément intervient de nos jours dans le paysage juridique dans le monde, et permet d'ajuster l'équilibre entre les conventions d'arbitrage et les clauses attributives de juridiction, mais il permet également de mettre en exergue l'importance potentielle que peut avoir la Convention de La Haye dans la mise en œuvre de ce nouveau paysage. On sait que traditionnellement, le droit international privé réglemente la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans le fort. En revanche, il ne se préoccupe pas généralement de la reconnaissance et de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux du fort dans d'autres pays. La raison en est qu'en vertu du droit international public, les États n'ont pas le pouvoir de réglementer l'exécution de leurs propres jugements à l'étranger. Par conséquent, les États se souciant du sort de leurs jugements à l'étranger ont essentiellement la possibilité de conclure des traités avec d'autres États afin de prévoir l'exécution réciproque de leurs jugements. Cependant, jusqu'à récemment, les États n'ont pas témoigné d'une volonté déterminée à conclure de tels traités. Selon M. Cuniberti, la plus importante raison est simplement que pour la majorité des États, assurer l'exécution des jugements nationaux à l'étranger n'était pas une priorité. Or, ces dernières années, un changement radical s'est produit. Dans le monde, le procès judiciaire commence à être perçu comme un commerce. Un certain nombre d'États ont établi de nouveaux tribunaux ou de nouvelles chambres ou divisions au sein de leurs tribunaux, afin d'attirer le commerce judiciaire. L'essor des tribunaux commerciaux internationaux a été largement analysé, et il n'est nul besoin de rappeler les nouveaux tribunaux commerciaux internationaux récemment établis en Asie, au Moyen-Orient et en Europe continentale. Alors que ces tribunaux ont des objectifs différents, ils ont en commun le besoin de se faire connaître des utilisateurs potentiels. À cet effet, plusieurs ont conclu que le caractère exécutoire de leur jugement à l'étranger constitue une dimension essentielle de leur potentiel commercial. Des jugements non susceptibles d'être exécutés ne sont pas utiles pour leurs créanciers, et en définitive remettent en cause la légitimité du tribunal ayant rendu de tels jugements. On peut certes affirmer que contrairement aux sentences arbitrales, les jugements sont généralement exécutés dans le fort et pourraient ne pas avoir besoin par conséquent d'être exécutés à l'étranger. Ceci est un avantage important pour les tribunaux établis dans les principaux centres financiers tels que Londres, où les débiteurs détiendront souvent des actifs saisissables. Néanmoins, la question du caractère exécutoire du jugement à l'étranger sera essentielle pour les tribunaux visant à être élus comme fort neutres par les parties à un litige. Il faut rappeler que la neutralité du tribunal a été l'avantage principal de l'arbitrage sur le procès judiciaire, et probablement la raison principale du succès de l'arbitrage commercial international durant les dernières décennies. Par conséquent, l'arbitrage est un concurrent manifeste de ces tribunaux commerciaux internationaux visant à attirer des litiges commerciaux internationaux n'ayant aucun lien avec eux. Cependant, sans l'applicabilité de la Convention de La Haye, l'arbitrage aura un avantage fondamental sur les tribunaux commerciaux internationaux. Il s'agit de la Convention de New York de 1958. Cet avantage explique aussi pourquoi la question de l'exécution des jugements à l'étranger est devenue essentielle. Par conséquent, pour les États favorisant le développement des tribunaux commerciaux internationaux, l'alternative évidente à la Convention de New York sera la Convention de La Haye de 2005. En prévoyant des dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des jugements découlant des accords exclusifs d'élection de fort dans les relations internationales, cette convention offre a priori un équivalent à la Convention de New York. C'est ainsi que la ratification de la Convention de La Haye par le Singapour a été concomitante à la création d'un tribunal commercial international. Par cette ratification, The Singapore International Commercial Court offrait un indice du caractère exécutoire potentiel de ces jugements. Cette approche comparative avec les conventions d'arbitrage, conjuguée à l'expansion des tribunaux commerciaux internationaux,
modifie les données juridiques en permettant aux parties un choix plus équilibré entre les deux modes de résolution des litiges dont il convient aux parties elles-mêmes d'évaluer la pertinence d'y recourir dans leurs transactions commerciales internationales. Elle révèle en outre la pertinence d'un régime mondial régissant les clauses attributives de juridiction. Cependant, la question demeure de savoir si la Convention de La Haye pourrait aspirer au succès qu'a la Convention de New York en ce qui concerne les conventions d'arbitrage. À cet égard, il y a lieu d'analyser si la Convention de La Haye s'aligne sur le modèle de la Convention de New York dans sa réglementation générale des clauses attributives de juridiction. D'où l'intérêt d'établir une comparaison sommaire entre les dispositions des deux conventions. 2. Le modèle de la Convention de New York. 3. L'autonomie des parties est consacrée tant par la Convention de New York que par la Convention de La Haye. Cependant, cette autonomie est encadrée dans les deux conventions. C'est cet encadrement qui permet de mettre en exergue les différences et similitudes entre ces deux instruments. Il permettra en outre de porter un jugement de valeur sur la pertinence de la Convention de La Haye en tant qu'instrument de réglementation des accords d'attribution de compétences. La comparaison de ces règles se fera, d'une part, du point de vue des parties à la transaction commerciale internationale, et d'autre part, du point de vue des États contractants et la manière dont ces derniers peuvent choisir de modifier l'application de ces règles à travers un système des déclarations. Pour les parties à une transaction commerciale internationale, il y a certes des similitudes entre les deux conventions. En effet, tant la Convention de New York que la Convention de La Haye instaurent un régime réglementant l'exécution de l'accord d'attribution de compétences ainsi que la reconnaissance et l'exécution de la sentence ou du jugement qui en découle. Par conséquent, avoir les deux conventions en vigueur éliminerait la distorsion dans le processus de décision contractuelle motivé uniquement par la présence d'un régime d'exécution uniforme seulement pour les conventions d'arbitrage. Cependant, certaines distinctions peuvent affecter le choix du type de clause de résolution des litiges. La première différence est dans le champ d'application des deux conventions. L'article 1 de la Convention de La Haye limite le champ d'application de la Convention aux situations internationales impliquant des accords exclusifs d'élection de forts conclus en matière civile ou commerciale, et l'article 2 de la Convention exclut les contrats conclus avec un consommateur ainsi que les contrats de travail. En outre, la Convention prévoit une liste assez large de matières exclues de son champ. La Convention de New York ne contient pas un tel catalogue d'exclusions et s'applique à tous les accords d'arbitrage, au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage. D'une part, cela pourrait signifier selon certains auteurs que les matières exclues du champ de la Convention de La Haye relèvent du champ de la Convention de New York. D'autre part, les exclusions particulières dans la Convention de La Haye peuvent vraisemblablement fournir dès le départ en quelque sorte une plus grande sécurité juridique que la Convention de New York. Cette dernière exige la référence au droit national des États appropriés pour déterminer si une question est arbitrable. Une deuxième différence a trait à la reconnaissance de l'accord d'attribution de compétences. En effet, la validité substantielle de l'accord, permettant la non-reconnaissance d'une convention d'arbitrage si elle est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, est la seule limite à la reconnaissance d'une convention d'arbitrage en vertu de l'article 2.3. En revanche, la Convention de La Haye prévoit dans son article 6 une liste plus large d'exceptions en vertu desquelles un tribunal saisi mais non élu peut refuser de se dessaisir au profit du tribunal élu. En effet, outre la validité substantielle de l'accord, la Convention de La Haye prévoit l'injustice manifeste, la contrariété à l'ordre public du tribunal saisi non élu, lorsque l'accord ne peut raisonnablement pas être mis en œuvre et si le tribunal élu a décidé de ne pas connaître de l'affaire. Si la Convention de La Haye prévoit plus de limitations à l'autonomie des parties lorsqu'il s'agit de l'exécution de l'accord d'élection de forts, les rapporteurs de la Convention appuyés par l'avis de certains auteurs estiment que les hypothèses dans lesquelles certains de ces motifs du refus de dessaisissement seront mis en œuvre devraient demeurer exceptionnelles et limitées. Il y a lieu de rappeler que le débat ardu auquel a donné lieu l'article 6 reflète le souci des rédacteurs de la Convention de trouver le juste équilibre entre l'autonomie des parties et les intérêts des États. Par conséquent,
La question de savoir si cette liste plus large d'exceptions constituera une différence significative par rapport à la Convention de New York dépendra de l'attitude des tribunaux des États contractants dans la mise en œuvre de ces exceptions. Notamment, 2 directives devraient guider les tribunaux dans le maniement de ces exceptions. D'une part, le caractère exceptionnel qui caractérise certaines de ces exceptions telles que rappelées par les rapporteurs de la Convention et d'autre part, l'interprétation stricte de certaines de ces exceptions en fonction de l'objectif poursuivi à travers leur édiction. Ainsi, par exemple, de l'exception de la contrariété manifeste à l'ordre public du tribunal saisi mais non élu, ou de celle d'injustice manifeste. Il faut encore souligner que l'absence d'instance assurant une interprétation uniforme des dispositions de la Convention à l'instar de la Cour de justice de l'Union européenne pourrait entraîner une efficacité plus limitée des accords d'élection de fort face à la multiplicité des exceptions prévues. Quant au motif de non-reconnaissance du jugement ou de la sentence qui résulte de la clause attributive de compétence, les 2 conventions contiennent en premier lieu une règle générale exigeant la reconnaissance et l'exécution du jugement ou de la sentence rendue par le tribunal élu. S'agissant plus précisément des motifs de non-reconnaissance, ils sont généralement similaires. La Convention de New York permet la non-reconnaissance au constat de l'incapacité de l'une des parties à la Convention, lorsque la procédure a commencé sans notification appropriée, lorsque le différend ne relève pas du champ de la convention d'arbitrage conclue, lorsque la procédure arbitrale est inappropriée, si la sentence n'est pas encore obligatoire ou a été annulée ou suspendue dans le pays dans lequel elle a été rendue, lorsque l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public du pays où la reconnaissance est requise. Quant à la Convention de La Haye, les motifs de non-reconnaissance du jugement rendu en vertu de l'accord d'élection de fort englobent la constatation que l'accord était nul en vertu du droit du tribunal élu, que l'une des parties à l'accord n'a pas la capacité de conclure l'accord en vertu du droit du tribunal requis, que la procédure a eu lieu sans notification appropriée, que le jugement résulte d'une fraude à la procédure, que la reconnaissance serait manifestement contraire à l'ordre public du tribunal requis, et que la préférence devrait être donnée à un jugement local incompatible, ou à un jugement antérieur incompatible émanant d'un autre État. Cette similarité entre les 2 conventions quant au motif de non-reconnaissance permet de valoriser la Convention de La Haye en tant qu'instrument de réglementation parallèle de la reconnaissance des décisions résultant des clauses attributives de juridiction. L'uniformisation et la limitation des motifs de non-reconnaissance, à l'instar de la Convention de New York, offrent aux parties un outil permettant d'évaluer le caractère exécutoire des jugements obtenus en vertu des accords conclus. Mais c'est aussi du point de vue des États contractants qu'une distinction entre la Convention de New York et celle de La Haye mérite d'être mise en exergue. En effet, pour les États contractants potentiels, il y a plus de possibilités de faire varier les termes de la Convention de La Haye à travers le système des déclarations. Ces déclarations peuvent restreindre l'autonomie des parties comme elles peuvent en élargir l'étendue. Par conséquent, la manière dont les États contractants pourraient user de ces déclarations aura un impact certain sur la valeur de la Convention. À cet égard, la Convention de New York permet une seule déclaration en vertu de laquelle un État contractant pourra déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et l'exécution des sentences prononcées seulement sur le territoire d'un autre État contractant. En revanche, la Convention de La Haye contient 3 déclarations importantes qui peuvent limiter l'application de la Convention et une au contraire élargissant son champ d'application. L'article 19 de la Convention de La Haye permet à un État contractant de déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d'élection de force s'applique s'il n'existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet État et les parties ou le litige. Cette déclaration peut traduire les choix politiques d'un État. Alors qu'elle permet particulièrement à un État de réduire la disponibilité de ses tribunaux pour les litiges commerciaux internationaux, les États choisissant de ne pas exercer une telle déclaration peuvent en fait encourager le recours à leurs tribunaux. Ils créent ainsi du commerce pour leur communauté juridique, même lorsque la transaction en cause n'a aucun autre lien avec le fort élu.
L'article 20 de la Convention permet à un État contractant de déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d'exécuter des jugements d'autres États contractants, pour les affaires complètement internes à l'État requis. Une troisième limite au fonctionnement de la Convention découle de l'article 21, qui permet à un État contractant de déclarer qu'il n'appliquera pas la Convention à des litiges concernant une matière particulière. Cette limitation possible par voie de déclaration pourrait être pertinente au stade de la planification d'une transaction par les parties. Par ailleurs, la Convention a délimité de manière stricte le recours à ce type de déclaration en exigeant, d'une part de l'État déclarant la démonstration de l'existence d'un intérêt important à ne pas appliquer la Convention à une matière particulière et surtout, d'autre part, la soumission de cette déclaration à la condition de l'application réciproque de sorte que les autres États contractants refuseront d'honorer l'accord exclusif d'élection de fort désignant les tribunaux de L', États déclarant dans les litiges relatifs à une telle matière exclue. En effet, cet élément de réciprocité est destiné à décourager les États d'user de ce genre de déclaration. Une dernière déclaration possible permet aux États contractants d'élargir le champ d'application de la Convention de sorte que les dispositions de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements s'appliqueront aussi aux jugements d'États contractants fondés sur un accord non exclusif d'élection de fort. L'exercice par les États de cette déclaration permettra d'étendre considérablement la valeur de la Convention. En définitive, la comparaison entre la Convention de New York et la Convention de La Haye révèle des différences qui seront certainement importantes dans la prise de décision tant par les États que par les parties. D'une part, pour les États, ces décisions interviendront au stade de la ratification ou de l'adhésion pour déterminer le champ d'application attribué à la Convention à travers la possibilité d'exercice des déclarations prévues. La principale question dans ce contexte sera comment les États eux-mêmes veulent placer des limitations à l'autonomie des parties. D'autre part, pour les parties, il y a une distinction claire entre la Convention de New York et la Convention de La Haye. En particulier, la multiplication des exceptions à l'obligation du juge non élu de se dessaisir peut réduire la prévisibilité que procurent en principe les accords d'élection de fort aux parties. À cet égard, il appartient aux tribunaux des États contractants d'adopter une interprétation restrictive de certaines de ces exceptions afin de préserver l'objectif d'efficacité des accords d'élection de fort. Quant au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions découlant de l'accord attributif de compétence, on peut soutenir que ce qui est important ce sont moins les différences que les similitudes. En effet, ces similitudes donnent le potentiel à la Convention de La Haye, si elle entre en vigueur dans un nombre considérable d'États, de créer des règles de jeu plus équitables dans le choix de la clause d'attribution de compétences la mieux adaptée aux besoins spécifiques des parties plutôt que de choisir l'arbitrage simplement car il a l'avantage de la Convention de New York. Aussi est-il opportun de rappeler le contexte historique de la Convention de La Haye, afin de mieux comprendre la problématique que pose l'efficacité de l'accord exclusif d'élection de fort à travers la Convention de La Haye. 3. Le contexte historique de la Convention de La Haye. 4. Fruit de l'échec d'un projet de convention plus large sur les jugements, la Convention de La Haye de 2005 sur les accords exclusifs d'élection de fort a été décrite par un auteur comme un papillon auquel a donné lieu la lettre chenille, la Convention de La Haye sur les jugements. La pertinence de cette métaphore devrait néanmoins être examinée à la loupe. Il y a lieu de rappeler qu'en 1969, la Conférence de La Haye de droit international privé a conclu à la fois une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, et une convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. La première de ces deux conventions est entrée en vigueur le 1er février 1970 avec seulement 3 États parties qui sont Chypre, les Pays-Bas et le Portugal, mais aucun État n'a déposé les accords bilatéraux nécessaires à rendre la convention opérationnelle. Quant à la Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, elle est entrée en vigueur le 1er juin 1970 avec seulement 20 États, principalement européens. Pour leur part, les États-Unis n'ont ratifié aucune de ces conventions et ne sont actuellement parties à aucun traité spécifiquement focalisé sur la reconnaissance des jugements. Pour sa part,
La Communauté européenne a créé en 1968 son propre cadre juridique concernant à la fois la question de la compétence internationale et l'exécution des jugements. La Convention de Bruxelles de 1968 était destinée à procurer l'uniformité dans le cadre européen. Cependant, la Convention de Bruxelles n'a pas été jugée comme constituant un fondement adapté pour un système mondial de reconnaissance des jugements. En effet, certains États en dehors de la Communauté européenne ont exprimé de sérieuses réserves quant aux dispositions de fond de la Convention de Bruxelles. En plus, la Convention de Bruxelles n'autorisait pas l'adhésion d'États non européens. Avec le remplacement de la Convention de Bruxelles par le règlement Bruxelles I, entré en vigueur en mars 2002, une telle possibilité devenait exclue. En tant que législation interne de la Communauté européenne, le règlement Bruxelles I ne pourrait vraisemblablement pas être le moyen d'une harmonisation mondiale. Quant à la Convention de Lugano qui reflète les dispositions de la Convention de Bruxelles mais inclut les États membres de l'Association européenne de libre-échange comme États contractants, elle est ouverte à l'adhésion d'autres États qui ont été invités à adhérer sur demande d'un État contractant adressé à l'État dépositaire. Cependant, un tel État tiers ne peut être invité à adhérer à la Convention de Lugano que si les États contractants existants ont unanimement donné leur accord à la participation de cet État. Dans ce contexte juridique mondial, en mai 1992, Edwin Williamson, à l'époque conseiller juridique du département d'État des États-Unis, a envoyé une lettre au secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé proposant que la conférence engage la négociation d'une convention multilatérale sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. La question a été examinée par un groupe de travail à la Conférence de La Haye, en octobre 1992, lequel a reconnu à l'unanimité l'opportunité d'essayer de négocier multilatéralement dans le cadre de la Conférence de La Haye une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. Néanmoins, la 17e session de la Conférence de La Haye a décidé en mai 1993 d'étudier encore la question dans le cadre d'une commission spéciale. La commission spéciale de juin 1994 établie par la conférence a estimé qu'il serait avantageux de rédiger une convention portant sur la compétence ainsi que sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale, et a recommandé que cette question soit incluse dans l'agenda du futur travail de la conférence dans sa 18e session. En juin 1995, la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la conférence a recommandé à la 18e session de la conférence de La Haye que la proposition d'une convention sur les jugements soit adoptée comme un des travaux de cette session. Ainsi, dans le cadre de l'acte final de sa 18e session tenue en octobre 1996, la conférence de La Haye a décidé d'inclure la question d'une telle convention dans l'agenda de sa 19e session. Il faut préciser que dès le début du processus, précisément avant la réunion de la commission spéciale de juin 1994, les États-Unis ont soumis un rapport préparé par le professeur Arthur von Mehren proposant la négociation d'une convention mixte. Une telle convention s'écarterait des conventions précédentes en créant une structure hybride. En effet, les conventions telles que celles antérieures de La Haye sont décrites comme des conventions simples car elles se limitent aux règles applicables à la reconnaissance des jugements étrangers. Elles s'opposent de ce fait aux conventions doubles, telles que la Convention de Bruxelles et de Lugano. Ce dernier type de convention prévoit à la fois des règles de compétence directe, ainsi que des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers. Le but de telles conventions est de résoudre la question de la vérification de la compétence du juge étranger, en harmonisant les règles de compétence directe des États parties. Quant à la convention mixte telle que proposée par professeur von Mehren, elle aurait contenu certaines caractéristiques de la convention double en prévoyant des règles à la fois de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements. Il y aurait à la fois une liste de chefs de compétences que tous les États contractants devraient appliquer, et une liste de chefs de compétences interdits. Les jugements fondés sur la première liste seront aptes à être reconnus et exécutés, alors que la reconnaissance est exclue pour les jugements obtenus en vertu de la deuxième liste. Cependant, à la différence de l'approche de la convention double,
Les listes de chefs de compétences prévues ne sont pas exclusives et donc tout chef de compétence qui n'est pas inclus dans l'une des deux listes prévues pourrait exister en dehors de la structure de la Convention. En outre, un jugement rendu sur la base d'un chef de compétence en dehors de ces listes ne serait pas en mesure d'être reconnu ou exécuté en vertu de la Convention. Il sera en revanche soumis à l'examen du tribunal requis, conformément aux règles applicables en vertu de son droit national. Les négociations formelles sur une nouvelle convention de La Haye ont commencé en juin 1997, avec une réunion de 2 semaines de la Commission spéciale sur la compétence internationale et les effets des jugements étrangers en matière civile et commerciale. La session suivante de la Commission spéciale a été tenue en mars 1998, mais ce n'est qu'à la réunion de novembre 1998 que le premier document contenant un projet de disposition de la Convention a été émis par le comité de rédaction. Ce document contenait la première rédaction de dispositions ayant trait aux questions relatives au champ d'application de la Convention, les chefs de compétences requis, les questions provisoires, les chefs de compétences interdits, la litispendance, le déclin de compétences, les règles de reconnaissance, l'aide judiciaire et les dommages et intérêts. Le document a été examiné plus avant pendant 2 semaines en juin, ensuite pendant 1 semaine en octobre 1999 durant laquelle le texte d'un avant-projet de convention a été élaboré. Une conférence diplomatique a été envisagée à l'origine, pour l'automne 2000. Cependant, à la suite d'une lettre de Jeffrey Kovar, conseiller juridique en droit international privé au département d'État des États-Unis, indiquant des problèmes de fond concernant le texte de l'avant-projet de convention, il a été décidé de retarder la conférence diplomatique et de modifier les règles procédurales en vertu desquelles le projet serait examiné. Ainsi, la décision a été prise de diviser la conférence en 2 parties et de faire fonctionner au moins la première partie selon le processus du consensus plutôt que la règle antérieure de la majorité. La première partie de la conférence a été tenue en juin 2001, et a donné lieu à un nouveau texte. Ce texte provisoire ressemble beaucoup au texte de 1999, mais avec beaucoup plus de dispositions entre crochets, de notes de bas de page ainsi que des explications de diverses positions. Il faut rappeler que les négociations antérieures à 2001 étaient menées par un vote à la majorité tel qu'exigé par le statut de la Conférence de La Haye. Cependant, avec les délégations individuelles des États membres de l'Union européenne votant sur des articles particuliers durant le processus de négociation, l'avant-projet de convention ainsi que le texte provisoire ressemblaient beaucoup aux conventions de Bruxelles et de Lugano en vigueur à cette époque au sein des États membres de l'Union européenne. En dépit de la modification du processus de vote de la majorité au consensus, les problèmes à surmonter pour atteindre une convention mondiale conforme au texte de 1999 ou à celui de 2001 étaient importants. Certes, plusieurs obstacles qui finalement empêchaient l'adoption d'une convention globale sur la compétence et l'exécution des jugements n'étaient pas apparents au début des négociations mais survenaient plus tard, tels que l'émergence de l'Internet et du commerce électronique, le rôle de plus en plus important du consommateur et l'intégration rapide de la communauté européenne. En outre, certaines des difficultés qui tourmentaient la conférence de La Haye reflétaient celles qui existaient au sein de l'Union européenne, telles que l'adaptation à la fois de l'approche de droit civil et celle du common law quant à la question de la compétence et l'exécution des jugements. Or, alors que l'Union européenne a des objectifs politiques communs et une cour de justice afin de résoudre de telles difficultés, la conférence de La Haye manque à la fois de valeurs de fond communs et d'un tribunal pour décider lorsque le consensus est impossible. Tous ces facteurs ont rendu la rédaction d'un traité global sur la compétence et l'exécution des jugements finalement impossible. Par conséquent, le 24 avril 2002, la commission I de la 19e session de la conférence de La Haye a mis en place un groupe de travail informel afin d'examiner la possibilité de rédaction d'une convention sur certaines dispositions en matière de compétences au sujet desquelles un consensus important existe. Dans ce contexte, le point de départ était le domaine de la compétence fondé sur l'accord des parties. En d'autres termes, les clauses attributives de juridiction ainsi que les jugements qui en résultent. On a estimé qu'une telle convention sur les accords d'élection de FEUR aura un impact positif non pas seulement sur le plan du règlement des litiges,
mais également sur le plan de la planification des transactions internationales, car en vertu d'une telle convention, les parties peuvent compter sur leurs propres accords exclusifs d'élection de forts ainsi que sur les jugements qui en résultent. Aussi bien les accords que les jugements qui en résultent seront exécutés au moins dans les États parties à la Convention. Ainsi, le groupe de travail s'est réuni 3 fois et en mars 2003 a élaboré un projet de texte d'une convention sur les accords d'élection de forts. Ensuite, à l'issue d'une réunion de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique de la conférence tenue en avril 2003, il a été décidé de faire circuler le projet de texte de la Convention entre les États membres. Ce processus a mené à une nouvelle réunion de la Commission spéciale en avril 2004. Il a par la suite donné lieu en juin 2005 à la conférence diplomatique organisée comme la Commission 2 de la 20e session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Au cours de cette conférence diplomatique, la Convention de La Haye sur les accords d'élection de forts a été achevée. Avec la signature de l'acte final comprenant la Convention de La Haye sur les accords d'élection de forts le 30 juin 2005, celle-ci devenait ouverte à la signature et à la ratification des États. En même temps, des amendements au statut de la conférence ont été adoptés dans l'acte final et approuvés le 30 septembre 2006, dont notamment la possibilité d'admettre comme membre de la conférence toute organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au secrétaire général. Après l'adhésion du Mexique à la Convention de La Haye le 1er octobre 2007, celle-ci a été signée le 1er avril 2009 par l'Union européenne. L'instrument d'approbation de la Convention fut déposé auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. Par cette approbation, la Convention de La Haye est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2015 au sein de l'Union européenne et au Mexique. À l'heure actuelle, d'autres États ont adhéré à la Convention. Il s'agit du Singapour, du Monténégro, du Danemark, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Convention de La Haye, tout en ayant l'atout d'être une convention mondiale, coexiste parfois avec d'autres régimes juridiques régionaux ou de droit commun. Cette pluralité de régimes donne toute son importance à la problématique à laquelle on se propose de répondre dans notre étude. Elle permet également de cerner le champ de notre étude. 4 champs de l'étude. 5. Notre étude met l'accent sur l'accord des parties en tant que modalité de désignation du tribunal compétent. On s'interrogera sur l'étendue du renforcement de ce mode d'attribution de compétences fondé sur l'autonomie de la volonté des parties, opéré par la Convention de La Haye. La prévisibilité et la sécurité juridique que procurent les accords d'élection de forts sont largement tributaires sur un plan mondial de la réglementation édictée par la Convention de La Haye. Notre étude se limitera aux aspects qui garantissent l'objectif escompté par les parties à travers ce mode d'attribution de compétences. Il s'agit essentiellement de permettre aux parties de déterminer le tribunal compétent pour connaître de leurs litiges éventuels, et donc de remédier aux incertitudes de la compétence internationale dans le monde. Un accord d'élection de forts efficace est la condition sine qua non de tout effet que pourra produire ultérieurement une décision prise en vertu de cet accord. De ce fait, notre réflexion se limitera à l'accord des parties en tant que tel, et elle ne s'étendra pas à l'efficacité des décisions prises en vertu de cet accord, une fois reconnues efficaces. Par conséquent, la question de la reconnaissance et de l'exécution des décisions ne sera pas envisagée. Par ailleurs, l'analyse de l'efficacité de l'accord d'élection de forts a pour point de départ la double nature contractuelle et procédurale de cet accord. En effet, d'une part, en raison de son caractère contractuel, la clause attributive de juridiction est soumise à des conditions de validité. D'autre part, du fait de son caractère processuel, la clause attributive de juridiction suppose une réglementation minutieuse de son effet juridictionnel. Certes, l'accord d'élection de forts produit 2 effets majeurs. Il s'agit de l'effet de prorogation de compétences au profit du tribunal élu, et de l'effet dérogatoire au regard de tous les autres tribunaux si l'accord est exclusif. Notre analyse se limitera à cet effet dérogatoire, et ceci pour 2 raisons. La première est que la garantie de l'exclusivité de la compétence telle qu'elle découle de l'accord des parties
est un aspect primordial de l'efficacité d'un tel accord. Or, cet aspect dépend dans une large mesure de l'effet dérogatoire que produit cet accord à l'égard de tous les tribunaux autres que celui élu. En outre, c'est au niveau de ces tribunaux éventuellement saisis au mépris de l'accord que l'efficacité de l'accord à travers la Convention de La Haye semble mitigée. L'édiction par la Convention de La Haye d'exception à la règle du dessaisissement du tribunal saisi autre que celui élu invite à une analyse minutieuse de ces dernières afin de relever les risques qu'elles emportent, mais également afin d'essayer de délimiter leur domaine réel. La deuxième raison de cette délimitation a trait au fait que l'efficacité de l'accord d'élection de fort dépend dans une large mesure du pouvoir prioritaire conféré au juge élu pour se prononcer sur la validité et l'effet de l'accord d'élection de fort. Or, le choix législatif des rédacteurs de la Convention a été au contraire d'investir aussi bien le tribunal élu que les autres tribunaux du pouvoir de se prononcer sur la validité et l'effet de l'accord. La possibilité pour le tribunal non élu de se prononcer sur l'effet et la validité de l'accord, et corrélativement l'absence d'une priorité pour le tribunal élu pour se prononcer sur cette question, constitue le deuxième point important dans l'évaluation de l'efficacité de l'accord d'élection de fort. Notre étude est à la croisée de plusieurs disciplines, notamment le droit des contrats, le droit international privé, la procédure civile mais aussi le droit comparé. À cet égard, il y a lieu de remarquer que notre approche du sujet sera essentiellement une approche comparée à la lumière de la coexistence de plusieurs régimes juridiques régissant les accords d'élection de fort, à côté du régime de la Convention de La Haye. Principalement, notre analyse comparée se fera à la lumière du régime européen des accords d'élection de fort tel qu'il découle du règlement Bruxelles I-bis. Ce choix est motivé par deux raisons. D'une part, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention de La Haye rend cette comparaison judicieuse afin d'évaluer le régime d'efficacité des accords d'élection de fort prévus par la Convention de La Haye, par rapport à celui instauré dans le cadre européen. D'autre part, la question de l'articulation et de l'interaction entre le régime de la Convention et celui du règlement européen se posera. Or, cette articulation ainsi que cette interaction auront un impact certain sur l'efficacité des accords d'élection de fort. Notre analyse comparative ne se limitera pas au droit judiciaire européen. En effet, sur certains points particuliers, le droit commun de certains États fournira aussi des outils de réflexion sur certains volets de l'efficacité de l'accord d'élection de fort dans le cadre de la Convention de La Haye. Ainsi, à titre d'exemple, l'analyse du droit allemand, français, américain, anglais mais aussi australien permettra d'éclairer les dispositions de la Convention sur certaines questions cruciales pour l'efficacité de l'accord. Il en est ainsi du jeu de l'ordre public, en tant qu'exception à l'obligation du dessaisissement du tribunal saisi et non élu. Cette notion d'ordre public utilisée par la Convention dans le cadre des exceptions à l'obligation du dessaisissement du juge non élu trouve un écho dans la jurisprudence de certains États. L'analyse de cette jurisprudence permettra à l'interprète de mieux cerner la notion dans le cadre de la Convention, notamment la relation établie entre cette notion et les lois de police ou les lois internationalement impératives, peut être décelée à partir d'un examen de la jurisprudence de certains États dans leur application de leur droit commun ou européen. En outre, la Convention use parfois de termes ambigus qui laissent l'interprète perplexe quant à leur signification exacte. Ces termes peuvent aussi être générateurs de confusion, avec certaines notions utilisées dans le droit commun de certains États. Il en est ainsi de la notion d'injustice manifeste qui ouvre aussi la voie au refus du dessaisissement du juge saisi mais non élu, en présence d'un accord exclusif d'élection de fort. Cette notion, dont les contours ne sont pas définis de manière claire par la Convention, a des applications dans le droit de certains États, particulièrement dans la mise en œuvre de la doctrine du forum non convenient ou l'exigence du caractère raisonnable de l'accord dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. Ce rapprochement avec les notions utilisées dans les systèmes de droit commun de certains États permettra de déceler les particularités de cette notion afin d'essayer d'en délimiter les contours, mais également de la distinguer de certains mécanismes utilisés dans le droit de certains États dont la doctrine du forum non convenient des systèmes de common law. Ainsi,
Notre approche comparée convoquera une panoplie de droits dans un essai d'évaluation de l'efficacité des accords d'élection de Ford dans le cadre de la Convention de La Haye. Elle permettra en définitive de répondre à la question de la contribution de la Convention de La Haye à l'efficacité de l'accord d'élection de Ford. À cet égard, on s'attachera à montrer qu'il s'agit d'une efficacité mitigée. Cette efficacité mitigée sera mise en exergue à travers l'examen de la validité de l'accord exclusif d'élection de Ford d'une part, partie 1, et des effets de l'accord exclusif d'élection de Ford d'autre part, partie 2. Mais avant d'entamer cette étude, il importe de délimiter le champ d'application de la Convention de La Haye tant d'un point de vue matériel que spatial. Cette question fera l'objet d'un titre préliminaire. Titre préliminaire: le champ d'application de la Convention de La Haye. 1. Le libre choix par les parties quant au fort devant juger leur litige avait déjà été consacré par le texte de 1999 concernant l'avant-projet d'une convention universelle sur la compétence des tribunaux et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et en constituait en fait une clé de voûte. Le principe figurait en tête des chefs de compétence proposés et était à l'abri de la discrétion du juge et du jeu de la litispendance. La Convention de La Haye de 2005 a été construite sur ce fondement. Les rédacteurs de la Convention ont mis l'accent dans son préambule sur l'objectif d'instauration d'un régime juridique international apportant la sécurité et assurant l'efficacité des accords exclusifs d'élection de Ford entre les parties à des opérations commerciales. L'autonomie des parties est consacrée par l'article 3 de la Convention selon lequel les parties peuvent désigner pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d'un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d'un État contractant. Selon l'article 5, le tribunal élu doit connaître du litige. Selon l'article 6, les tribunaux des autres États contractants ne doivent pas connaître du litige, et l'article 8 prévoit que tous ces autres tribunaux doivent reconnaître et exécuter les décisions du juge élu. Ces trois principes sont évidemment assortis d'exceptions. Cependant, une première lecture du texte de la Convention éveille des sentiments mitigés car l'intérêt réel du régime qu'elle promeut semble atténué par les limites draconiennes qui affectent son champ d'application. Il n'en demeure pas moins que la structure relativement simple qui caractérise la Convention devrait faciliter son application, y compris dans ses relations avec des instruments régionaux notamment européens. Or, pour arriver à cette simplicité, il fallait opérer certaines limitations quant au champ d'application de la Convention. Ce champ reflète en fait plusieurs défis de la diversité sur le plan juridique et socio-économique, qui subsistent même dans ce domaine commercial relativement limité. Par conséquent, les règles délimitant le champ d'application de la Convention traduisent au fond des préoccupations d'efficacité maximale aux dispositions de cette dernière. En effet, les États négociateurs ont cherché à restreindre le champ d'application de la Convention afin d'en exclure les questions susceptibles de faire surgir des dissensions irréductibles entre eux. Il était également indispensable de tenir compte de l'existence d'autres instruments internationaux applicables en matière d'élection de Ford, dont il était nécessaire de ménager l'autorité, en les faisant prévaloir dans certains cas sur la Convention. Certes, en la forme on a fait remarquer que la Convention ne fait pas preuve des mêmes qualités que l'ensemble des textes précédemment issus de la Conférence de La Haye. Le manque de clarté est un défaut récurrent de la Convention. Cette observation se manifeste notamment au niveau du champ d'application de la Convention. En effet, les limites dans lesquelles la Convention trouve à s'appliquer n'apparaissent pas d'emblée parfaitement limpides, tant les dispositions qui les concernent sont nombreuses, rédigées de manière alambiquée et éparpillées à des endroits divers de la Convention. Ainsi, les dispositions sur le champ d'application de la Convention doivent être recherchées dans divers chapitres. Est pertinent, en premier lieu, le chapitre 1 qui comporte de longues dispositions sur le champ d'application matériel, complété par l'article 21. Le champ d'application spatial est traité à la fois dans le chapitre 1 et le chapitre 4. Par ailleurs, on doit rechercher les dispositions sur le champ d'application temporel à la fois dans le chapitre 4 et le chapitre 3. 2. Le champ d'application temporel ne soulève pas de difficultés particulières car, en définitive,
La solution retenue paraît conforme aux règles classiques du droit transitoire en matière contractuelle puisqu'elle consiste globalement à appliquer la Convention aux accords conclus après son entrée en vigueur. C'est l'article 16 de la Convention qui détermine le champ d'application temporelle de celle-ci. Il découle de cette disposition que la Convention comporte deux règles différentes selon que l'application dans le temps de la Convention est posée devant le tribunal élu ou devant un autre tribunal, appelé tribunal saisi par le texte. Cette différenciation a fait l'objet de critiques. On a notamment fait valoir qu'elle n'est pas conceptuellement nécessaire. Étant donné que le but de la Convention est de permettre à l'autonomie de la volonté, telle qu'exprimée dans un accord d'élection de fort de développer ses effets, ce but et les moyens que l'on met en œuvre pour y parvenir ne sont pas différents selon que la question se pose devant le tribunal élu par les parties ou devant un autre tribunal. Or, le parti pris par les négociateurs a été dans le sens contraire, en ce sens qu'ils ont décidé de traiter différemment les litiges selon que le tribunal saisi est celui désigné par l'accord ou un autre tribunal. Le choix effectué pour le champ d'application temporel ne fait qu'amplifier la conception binaire de la Convention. S'agissant du tribunal élu, la Convention est applicable aux clauses d'élection de fort conclues après son entrée en vigueur dans l'état du tribunal élu. Cette règle correspond à une conception classique de l'application du droit dans le temps lorsque la matière est disponible, c'est-à-dire lorsqu'elle est ouverte à l'autonomie de la volonté. Seules les règles existantes au jour où la volonté des parties s'exprime peuvent avoir été prises en considération par ces dernières dans le champ contractuel. En revanche, la règle concernant le tribunal saisi autre que le tribunal élu est moins limpide. S'agissant de la notion de l'état du tribunal saisi, au sens de cette disposition, il découle du rapport explicatif qu'elle couvre aussi bien l'état d'un juge saisi en violation de l'accord que l'état d'un juge requis d'accorder l'exéquatur à la décision rendue par un juge élu. Par ailleurs, lorsque la procédure se déroule dans un état autre que l'état du tribunal élu, l'article 16.2 établit une règle supplémentaire selon laquelle la Convention ne s'applique pas si l'instance a été engagée avant l'entrée en vigueur de la Convention pour l'état du tribunal saisi. Cela signifie que lorsqu'une procédure est engagée devant un tribunal autre que celui élu, la Convention ne sera applicable que si, à la fois, l'accord d'élection de fort a été conclu après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'état du tribunal élu, et la procédure a été engagée après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'état dans lequel la procédure a été engagée. La question se pose quant à la date de l'engagement de la procédure. Le texte est muet sur ce point. On peut penser toutefois que la date devrait correspondre à la date de saisine du tribunal qui différera d'une juridiction à l'autre. 3. En revanche, afin de mettre en exergue les limites dans lesquelles l'autonomie de la volonté en matière juridictionnelle peut s'exercer au sein de la Convention, il importe d'examiner, d'une part, son champ d'application matériel, chapitre 1, et d'autre part, son champ d'application spatial, chapitre 2. Chapitre 1. Le champ d'application matériel de la Convention. 4. La Convention est d'abord limitée d'un point de vue matériel aux accords d'élection de fort. Au stade de l'instance directe, elle s'applique uniquement lorsque le juge du fort est, soit désigné dans un accord d'élection de fort, soit saisi en dépit d'un tel accord au profit d'un autre fort, afin de déterminer l'effet qu'il convient d'attribuer à cet accord. Au stade de l'instance indirecte, la Convention s'applique lorsque la décision étrangère dont l'exéquatur est demandée a été rendue par un juge désigné dans un accord d'élection de fort. Cette première restriction au champ d'application de la Convention paraît acceptable au niveau des règles de compétence directe. En effet, à la différence de la matière des conflits de loi dont l'unification est souhaitable pour assurer l'harmonie internationale des solutions, l'absence d'unification des règles de compétence directe paraît moins regrettable car une telle unification est quasiment dépourvue d'effets positifs sur l'harmonie internationale des solutions. En effet, la doctrine estime que les différences entre les États dans la délimitation de la compétence internationale de leurs tribunaux n'est pas importante du moment que chaque État trace des limites raisonnables à la compétence de ses tribunaux. En revanche, l'uniformisation des conditions de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers peut se recommander de l'harmonie internationale des solutions,
car le justiciable aura sans doute besoin qu'une décision soit unanimement déclarée exécutoire ou qu'elle se heurte, au contraire, à un refus de reconnaissance, quel que soit l'état dans lequel l'exéquatur est poursuivie. Cependant, on a relevé que dans certaines matières particulières, l'harmonisation des règles de compétence directe revêt une importance certaine. Il en est ainsi des clauses d'élection de fort. En effet, la diversité des règles applicables à la régularité de ces clauses et à leurs effets peut s'avérer regrettable, dans la mesure où elle risque de conduire à des conflits positifs ou négatifs de compétences si l'ordre juridique du juge élu tient la clause pour valable tandis que celui d'un autre juge, saisi au mépris de la clause, la considère comme nulle, ou inversement. Par conséquent, en cette matière, il paraît recommandable que tous les États appliquent exactement les mêmes règles. L'évolution actuelle à l'échelle des travaux des États au sein de la Conférence de La Haye confirme l'approche précédemment exposée quant à l'aspiration d'unification des conflits de juridiction. En effet, contrairement à l'objectif initial des États d'une convention universelle sur la compétence et l'exécution des jugements étrangers, les États ont opté pour l'adoption d'une convention plus réaliste et utile. Il s'agit de l'adoption au sein de la Conférence de La Haye de la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale conclue le 2 juillet 2019. Il semble donc a priori que le choix des auteurs de s'en tenir aux clauses d'élection de fort est parfaitement défendable. Cependant, les limites apportées à l'objet d'or et déjà bien circonscrit de la Convention ne s'arrêtent pas là. En effet, la Convention ne s'applique pas à tous les types d'accords d'élection de fort. Pour qu'un accord d'élection de fort puisse bénéficier du régime de la Convention de La Haye, deux éléments fondamentaux ayant trait au champ d'application matériel sont indiqués par l'article 1 de la Convention. D'une part, il faut qu'il s'agisse d'un accord exclusif d'élection de fort, section I. D'autre part, cet accord doit être conclu en matière civile ou commerciale, section 2. Section 1. Un accord exclusif d'élection de fort. 5. La volonté générale des États a porté d'emblée sur un instrument minimal. Compte tenu de l'expérience vécue avec les travaux antérieurs, il est en effet apparu préférable de partir avec une ambition prudente, afin de parvenir à un texte susceptible de recueillir l'adhésion des États et des milieux professionnels concernés. Cela s'est manifesté particulièrement par la décision de limiter en principe la Convention aux accords exclusifs d'élection de fort. Il y a lieu d'abord de cerner la notion, 1, avant d'apprécier l'opportunité de la limitation, 2. 1. La notion d'accord exclusif d'élection de fort. 6. Un accord exclusif d'élection de fort est l'élément central dans la structure de la Convention. Il constitue notamment le critère initial pour l'application des règles fondamentales de compétence qui figurent aux articles 5 et 6 de la Convention. 7. Cette notion est définie par l'article 3A comme un accord, qui désigne, soit les tribunaux d'un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux d'un État contractant. Ne sont donc comprises dans le champ d'application de la Convention que les clauses qui désignent les juridictions d'un seul État contractant. Sont donc en dehors du domaine de la Convention les accords donnant compétence au juge élu, sans pour autant exclure la compétence de tout autre tribunal. De même, toute clause qui donne le choix aux parties de saisir le tribunal de deux États différents, même si ce choix est limité à deux juridictions nommément désignées à l'exclusion de tout autre, n'est pas un accord exclusif d'élection de fort au sens de la Convention. La formulation de l'article 3 précité a été critiquée par M. Audit, qui a fait observer que cet article prend curieusement pour objet de définition l'accord exclusif d'élection de fort, alors que le caractère exclusif ou non de l'accord est étranger à sa nature. Selon M. Audit, il suffisait plutôt de disposer dans une disposition distincte qu'un accord d'élection de fort est réputé exclusif sauf si les parties en ont convenu autrement, comme cela est fait à l'alinéa suivant. Certes, l'auteur admet que la Convention a pris le parti substantiel de ne viser que les accords désignant les tribunaux d'un seul État contractant, ou certains tribunaux d'un État contractant, à l'exclusion de ceux qui désigneraient les tribunaux de plus d'un État. La compétence de tous les autres tribunaux doit être exclue. Mais dans ce cas, il aurait suffi de le préciser de cette manière et non par l'adjectif exclusif, car celui-ci se trouve ainsi utilisé dans un sens différent, tribunaux d'un seul État,
de celui habituellement entendu et également consacré par la Convention. Incompétence de tout fort non désigné sauf stipulation contraire. Toutefois, en vertu d'une règle d'interprétation prévue par la Convention, la compétence est réputée être exclusive sauf stipulation expresse contraire des parties. 8. En se limitant aux accords exclusifs d'élection de fort, la Convention a pu échapper à la nécessité d'introduire dans la Convention une solution au problème du conflit de procédure au niveau international qui est lui-même réglé différemment dans différents systèmes. Ainsi, dans les systèmes de tradition continentale, suivis également au Japon et en Amérique latine, ce conflit est résolu par le mécanisme de la litispendance fondé sur une priorité donnée à la première action en justice. Cette solution consacrée à l'article 29 du règlement Bruxelles-Ibis est sûre mais rigide, voire trop rigide, aux yeux des systèmes de common law qui préfèrent appliquer le mécanisme du forum non convenient, mécanisme de souplesse, privilégiant le juge le plus approprié, qui dans le cas d'un conflit de procédure, n'est pas nécessairement le juge premier saisi. Par ailleurs, la nécessité d'une solution quelconque pour le problème des conflits de procédure n'était pas évidente, étant donné comme il l'avait été confirmé par une enquête menée par la Chambre de commerce internationale que les accords exclusifs sont très répandus dans la pratique commerciale. 9. Néanmoins, cette limitation est tempérée par une règle d'interprétation autonome de la Convention en vertu de laquelle un accord d'élection de fort est réputé exclusif, à moins que les parties n'aient convenu expressément du contraire. Si les parties veulent que l'accord d'élection de fort ne soit pas exclusif, elles devront l'exprimer. Cette règle, pour être bien classique en France, n'est pas pour autant généralement admise. En effet, de nombreuses juridictions partent de l'idée contraire, en ce sens qu'une clause est indicative à moins qu'elle ne précise expressément qu'elle est exclusive. Les tribunaux australiens, par exemple, n'ont pas hésité à accepter leur compétence devant un contrat commercial stipulant que le présent contrat sera interprété conformément au droit d'Angleterre, et sera réputé impliquer une acceptation de la compétence de sa haute cour de justice pour trancher tout litige ou différend survenant en application de celui-ci. Aux États-Unis d'Amérique, une clause d'élection de fort formulée de manière neutre est généralement considérée comme non exclusive. Ainsi, prenons l'exemple d'une clause d'élection de fort entre une partie domiciliée en Californie et une autre domiciliée en Allemagne, stipulant que la Haute Cour de Londres est compétente pour tout litige découlant de leur contrat. Si l'une des parties intente une action devant le tribunal californien, ce dernier examinera sa compétence. Il ne déclinera pas forcément sa compétence uniquement, car la clause attribuait compétence à un tribunal à Londres. Si les parties ont voulu qu'aucun autre tribunal n'ait compétence, elles auraient dû rédiger leur clause différemment. Plus précisément, en stipulant que la Haute Cour de Londres aura une compétence exclusive pour statuer sur tout litige découlant de leur contrat. Au Japon, il semblerait qu'on n'applique aucune présomption dans l'un ou l'autre sens. Par conséquent, il est évident que si la question d'interprétation devient si prépondérante, les contrats en langues étrangères compliqueront encore les procédures. Une autre difficulté provient de la question de la charge de la preuve de l'exclusivité de la clause. Il y avait donc, au niveau mondial, grand intérêt à clairement ériger le principe de l'exclusivité de la clause d'élection de fort, sauf stipulation contraire expresse. Dans ce contexte, on a notamment mis l'accent sur le fait que l'utilisation du terme « réputé » plutôt que « présumé » était délibérée. Les rédacteurs de la Convention voulaient éviter le recours au droit local de la preuve, y compris la question de la nature de la présomption probante. La Convention crée une classification juridique de l'accord d'élection de fort comme étant exclusif au sens de la Convention à moins que les parties ne conviennent expressément du contraire. Le principe de l'exclusivité édicté par la Convention aura pour effet d'étendre le champ d'application matériel de celle-ci. Beaucoup plus de clauses formulées de manière générale relèveront grâce à ce principe du champ d'application matériel de la Convention, ce qui justifie l'adoption par la Convention de La Haye de cette approche. La Convention s'appliquera uniquement aux accords exclusifs d'élection de fort, mais un accord d'élection de fort sans aucune précision sera réputé exclusif. À cet égard, il est intéressant de mentionner une décision de la Haute Cour de Shanghai en date du 20 avril 2017. Il s'agissait dans cette affaire d'un contrat de cautionnement conclu entre une banque commerciale à Taïwan et un citoyen chinois résidant à Shanghai.
Ce contrat contenait une clause attributive de juridiction formulée de manière générale au profit des tribunaux de Taïwan. Par conséquent, la clause ne contenait aucune précision quant à son caractère exclusif ou non. Or, le droit chinois ne contient aucune directive permettant de trancher la question de l'exclusivité de la clause. Certes, la République populaire de Chine a signé la Convention de La Haye sur les accords d'élection de Fort, mais cette convention n'est pas encore ratifiée par cet État. Néanmoins, devant le vide juridique du droit chinois en la matière, et même si la décision a été prononcée avant la signature par la Chine de la Convention, la Haute Cour de Shanghai s'est appuyée sur l'article 3 de la Convention pour conclure que la clause insérée dans le contrat litigieux devrait être considérée comme exclusive sauf si les parties ont stipulé le contraire. Par conséquent, elle a décliné sa compétence au profit des tribunaux de Taïwan. Indépendamment du débat que peut susciter l'application d'une convention internationale non encore en vigueur dans l'État concerné, l'application anticipée de la Convention de La Haye témoigne que celle-ci fournit une solution au vide juridique dans certains systèmes quant à la question de l'exclusivité de l'accord d'élection de Fort. La solution de la Convention s'avère ainsi favorable à l'efficacité des accords d'élection de Fort. Comme le démontre la décision précitée, considérer l'accord comme exclusif sauf précision expresse contraire des parties permet de favoriser l'applicabilité des accords d'élection de Fort. 10. Une conséquence de la limitation de la Convention aux accords d'élection de Fort exclusifs est que les accords asymétriques ne relèvent pas de son champ d'application. Un accord asymétrique est un accord rédigé afin d'être exclusif à l'égard des procédures engagées par l'une des parties, mais pas à l'égard des procédures engagées par l'autre. Dans la pratique bancaire, notamment dans les contrats de prêts internationaux, il est courant de prévoir un accord d'élection de Fort asymétrique en vertu duquel les poursuites de l'emprunteur à l'encontre de la banque pourront être engagées exclusivement devant les tribunaux de l'État X, tandis que la banque pourra poursuivre l'emprunteur à son gré devant les tribunaux de cet État X ou devant les tribunaux de tout autre État compétent selon leurs propres droits. Ces accords ne sont pas exclusifs au sens de la Convention, même en ce qui concerne les seules actions de l'emprunteur contre la banque. Il n'en demeure pas moins que si la banque avait intenté en fait une action devant les tribunaux X, désignés comme étant exclusivement compétents à l'égard de l'emprunteur, et en excluant en fait tout autre tribunal, l'accord en pratique est exclusif et il n'y a aucune raison que le détenteur du jugement final soit privé des avantages de la reconnaissance et de l'exécution en vertu de la Convention. Cette attitude vis-à-vis des accords asymétriques permettra par ailleurs d'étendre le domaine d'application du régime de faveur instauré au profit des accords d'élection de Fort. Néanmoins, le rapport explicatif exclut ce type d'accord du champ de la Convention en arguant du fait qu'il a été convenu par la session diplomatique que pour relever de la Convention, l'accord doit être exclusif quelle que soit la partie engageant la procédure de sorte que les accords asymétriques ne sont pas des accords exclusifs d'élection de Fort aux fins de la Convention. 11. Par ailleurs, l'accord étant exclusif par principe, on a pu se demander lors des négociations s'il était opportun d'inclure l'hypothèse de l'élection des tribunaux d'un État, ou de plusieurs tribunaux particuliers. Le droit national contiendra les précisions utiles pour désigner le tribunal compétent, respectivement, dans l'hypothèse de la désignation de plusieurs tribunaux pour rendre l'élection exclusive, en particulier par le biais d'un régime de litispendance. Dans ces conditions, il a paru préférable de ne pas exclure de telles clauses de la Convention. L'exclusivité est d'ailleurs confirmée par la précision supplémentaire selon laquelle l'élection d'un fort implique l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal. 12. Par rapport au système de droit non unifié, il se pose la question de savoir comment identifier l'entité déterminante. Si l'État est pris comme référence, on pourrait éviter de traiter de manière inégale l'élection de deux tribunaux selon qu'ils se trouvent dans la même unité territoriale, ou dans deux unités territoriales différentes dans le même État. Si en revanche, chaque unité territoriale est déterminante, le choix par les parties de deux ou plusieurs tribunaux dans des unités différentes n'aurait pas le caractère d'exclusivité requis par la lettre A de l'article 3 et tomberait en dehors de la Convention. Cette seconde interprétation ne semble pas correspondre à l'intention des délégations. C'est pourquoi on admet qu'il convient de se référer de manière uniforme au territoire de l'État sans distinguer selon que celui-ci connaît ou non
Plusieurs systèmes de droit. 13. La limitation du champ d'application matériel de la Convention aux accords exclusifs d'élection de fort a suscité des critiques au sein de la doctrine. Ceci conduit à s'interroger sur l'opportunité de la limitation. 2. L'opportunité de la limitation. 14. La question de savoir s'il convenait de limiter les accords couverts par la Convention aux seuls accords exclusifs d'élection de fort, ainsi que celle de savoir comment définir l'exclusivité étaient des points de discussion difficiles au cours des négociations. Les difficultés sont nées à la fois de l'infinie variété des désignations possibles que pourraient contenir les accords d'élection de fort, ainsi que de la complexité des systèmes judiciaires multiples au sein d'un État contractant donné, tels que les tribunaux d'État et les tribunaux fédéraux aux États-Unis. Les positions affirmées au cours des négociations couvraient un éventail de points de vue possibles. Par exemple, certains estimaient que la Convention devrait inclure dans son champ d'application les accords désignant aussi bien les tribunaux des États contractants que ceux des États non contractants. D'autres considéraient qu'en termes de politique juridique, la Convention devrait s'appliquer aux accords d'élection de fort de façon générique. Le libellé final de l'article 3A est une position de consensus avec une ambiguïté inévitable. Hartley et Dogoshi ont notamment soulevé les difficultés que pose la mise en œuvre des règles de la Convention. Ainsi, l'article 5.1, qui impose au tribunal élu de connaître de l'affaire, ne pourrait pas s'appliquer sous sa forme actuelle aux accords non exclusifs d'élection de fort car un tribunal autre que le tribunal élu pourrait avoir été saisi en premier, et il pourrait avoir également le droit de connaître de l'affaire si l'accord d'élection de fort n'était pas exclusif. Cela soulèverait des questions de litispendance et de forum non convenients, difficiles à résoudre de manière satisfaisante. En outre, l'article 6, qui interdit aux tribunaux autres que le tribunal élu de connaître de l'affaire, ne pourrait pas s'appliquer si l'accord d'élection de fort n'était pas exclusif. 15. La solution de la Convention de cantonner en principe le champ de cette dernière aux accords exclusifs d'élection de fort a été jugée regrettable par une partie de la doctrine. On a par ailleurs essayé de démontrer que les difficultés soulevées quant à l'extension du champ de la Convention aux accords non exclusifs n'étaient pas insurmontables. Ainsi, Mme Kessedjian a souligné qu'il n'est pas rare dans la pratique des contrats internationaux que les parties ne veuillent pas choisir un tribunal plutôt qu'un autre, mais souhaitent éliminer l'incertitude en limitant leur choix à 2 tribunaux nommément désignés. Or, aucune justification conceptuelle ne permet d'expliquer le choix de politique législative des rédacteurs de la Convention. À l'argument avancé par les rapporteurs Hartley et Dogoshi, Mme Kessedjian soutient que lorsque le choix des parties est fermé de manière précise, il est tout à fait possible d'appliquer la règle de l'article 5 de la Convention, quitte à l'accompagner d'une règle de litispendance très simple selon laquelle le tribunal premier saisi est considéré comme le tribunal élu. Cette règle de litispendance ne pose ici guère de difficulté, puisque ce sont les parties elles-mêmes qui ont voulu donner compétence aux 2 tribunaux entre lesquels la litispendance pourrait intervenir. Il ne s'agit donc pas d'une litispendance ouverte. 16. On a également fait valoir qu'il semble possible de trouver un compromis entre les systèmes de droit civil d'une part, et les systèmes de common law d'autre part quant à la question du conflit de procédure. À cet égard, on a évoqué la solution de compromis qui a été réalisée dans l'article 21 du projet antérieur de Convention sur les jugements. Le point de départ dans ce dernier article est que le tribunal premier saisi serait compétent. Cependant, il est prévu une exception à cette règle en cas d'action déclaratoire. En outre, il est ajouté que cet article ne s'applique pas si le tribunal premier saisi, à la demande d'une partie, détermine que le tribunal saisi en second lieu est clairement plus approprié pour statuer sur le litige. En définitive, il semble que les négociateurs avaient eu une certaine méfiance d'ouvrir la boîte de Pandore et se trouver devant tant de confrontations entre les systèmes juridiques, que celles rencontrées pendant les négociations de la précédente convention plus large sur les jugements. Par conséquent, une décision rapide de ne pas inclure les règles de litispendance dans la Convention sur les accords d'élection de fort a été maintenue. 17. Cependant,
afin d'atténuer certains des résultats formalistes et contre-intuitifs découlant de la limitation du champ d'application de la Convention aux accords exclusifs d'élection de forts tels que définis dans l'article 3A, l'article 22 a été ajouté dans le chapitre 4, autorisant les États contractants à déclarer, sur la base de la réciprocité et sous réserve de certaines conditions, qu'ils reconnaîtront et exécuteront en vertu de la Convention les jugements rendus par les tribunaux d'autres États contractants désignés dans un accord non exclusif d'élection de forts. 18. La disposition de l'article 22 est soumise au principe de réciprocité et ne sera applicable que si l'État d'origine et l'État requis ont tous deux fait cette déclaration. De ce fait, cette exigence va à l'encontre de la sécurité juridique des parties qui auront peut-être choisi de rédiger leur accord d'élection de forts en fonction de cette déclaration, mais sans pouvoir extrapoler l'attitude de l'État requis à une époque où elles ne sauront pas forcément où le jugement devra développer ses effets. C'est comme si les négociateurs voulaient, encore plus qu'ils ne l'ont fait dans les autres dispositions de la Convention, décourager les parties à rédiger des accords non exclusifs d'élection de forts. Cette impression se confirme en constatant que l'article 22 n'a pas pour but d'étendre purement et simplement le chapitre 3 de la Convention à ses jugements rendus en vertu d'accords non exclusifs d'élection de forts, mais ajoute aux dispositions du chapitre 3 quelques motifs de refus de reconnaissance spécifiques tirés de l'existence d'une décision émanant d'un autre juge susceptible d'être saisi au terme de l'accord ou des apostrophes. Une instance pendante devant un tel juge opposant les mêmes parties sur un litige ayant le même objet et la même cause, et exige encore que le juge de l'État d'origine ait été premier saisi de l'affaire. Ces motifs de refus de reconnaissance confirment l'idée que la Convention se montre nettement moins favorable à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues, en vertu d'accords d'élection de forts non exclusifs qu'à la circulation des décisions en vertu d'accords exclusifs. 19. En définitive, cette première restriction au champ d'application matériel de la Convention, bien qu'elle semble abandonner les accords non exclusifs au droit commun des États souvent moins protecteurs de la force obligatoire de l'élection de forts, elle est tempérée par le principe d'exclusivité établi sauf stipulation expresse contraire des parties, ce qui permet d'étendre son champ d'application. Cette solution est aussi un gage d'une adhésion plus rapide des États, étant donné l'évitement du clivage entre les traditions juridiques différentes des États qu'elle garantit. 20. Outre la limitation du champ d'application matériel de la Convention en principe aux seuls accords exclusifs d'élection de forts, l'accord doit être conclu en matière civile ou commerciale. Section 2. Un accord conclu en matière civile ou commerciale. 21. La détermination positive du champ matériel de la Convention est très difficile comme ce fut le cas pour d'autres conventions telles que celle sur les notifications et sur l'obtention des preuves. L'article 1, alinéa 1 ne pouvait dès lors aller au-delà du concept classique de la matière civile ou commerciale. 22. Les rapporteurs de la Convention ont souligné dans leur rapport explicatif que comme d'autres concepts utilisés dans la Convention, le concept de matière civile ou commerciale a un sens autonome. En outre, le champ d'application matériel de la Convention est délimité par une liste d'exclusions dont la longueur pourrait donner à penser que ce champ est en définitive assez étroit. 23. La signification de la notion de matière civile ou commerciale mérite d'être creusée, 1. Avant de contempler les exclusions du champ d'application, 2. 1. La notion de matière civile ou commerciale. 24. L'expression matière civile ou commerciale, contenue dans l'article 1.1, est un concept autonome dont le contenu ne dépend pas d'un droit national ou d'instruments internationaux précédents régionaux ou autres. Le terme n'est pas explicitement défini dans la Convention. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si l'utilisation de cette expression ou d'expressions similaires dans des conventions précédentes de la Haye détermine le sens à accorder à cette expression dans la présente Convention. Cependant, il y a une bonne raison pour ce silence. En effet, bien qu'il y ait dans certains États un ensemble de règles applicables aux matières civiles ou commerciales et dans d'autres États, une distinction est opérée entre les règles qui ne concernent que les matières civiles et celles applicables aux seules matières commerciales, la définition de ces termes n'est souvent ni précise ni apte à être formulée d'une manière suffisamment cohérente pour répondre aux exigences de base de la rigueur logique.
Pire, il n'y a pas une identité d'usage ou de compréhension d'un État à l'autre. Par conséquent, quand un traité multilatéral est réalisé à travers un processus de consensus, il est parfois juste ce type d'ambiguïté qui peut recueillir l'accord nécessaire. 25. Malgré cette ambiguïté, certaines directives d'interprétation sont avancées par la doctrine et qui peuvent contribuer à donner un sens à cette expression autonome, matière civile ou commerciale, aux fins de la présente convention. D'abord, la définition de la convention comprend à la fois les matières civiles et les matières commerciales, même si un système de droit donné traite ces matières à travers des corps de règles distincts. Ensuite, quand une personne, y compris un État, agit comme le fait une personne privée, cet agissement se trouve être civil ou commercial et donc relève du champ d'application de la Convention. À titre d'exemple, un litige découlant d'un contrat de construction d'un stade de sport ou de fourniture de tentes et d'aliments pour une réception devrait être considéré comme une matière civile ou commerciale. Enfin, au minimum, l'expression matière civile ou commerciale ne comprend pas les matières régies par le droit pénal. Il y a un accord général dans les droits nationaux tant de tradition civiliste que ceux du common law sur ce point. De même, le concept ne doit pas inclure les matières dans lesquelles seule une autorité publique peut agir car elle est revêtue de la puissance publique, telle que la collecte des impôts et des droits de douane. En outre, il ne devrait pas inclure la conduite d'une autorité publique agissant en tant que régulateur souverain, bien que celle-ci peut être classée comme étant une matière civile dans de nombreux pays du common law. Un avant-projet de la Convention antérieure plus générale a explicitement exclu du champ d'application de la Convention les revenus, les droits de douane ou les matières administratives. Une question devrait être considérée comme civile ou commerciale, en vertu de la Convention si l'autorité publique s'est engagée dans une conduite qui généralement ne se distingue pas de celle disponible pour les personnes privées, si le préjudice allégué est subi par ou est du type qui peut être subi par des personnes privées, et si la réparation demandée est du type disponible pour les personnes privées cherchant une réparation pour le même préjudice du fait de la même conduite. 26. Toutefois, certaines matières relevant clairement de la catégorie des matières civiles ou commerciales sont néanmoins exclues du champ d'application de la Convention. 2. Les exclusions du champ d'application. 27. L'alinéa 1 de l'article 2 exclut du champ de la Convention les contrats conclus avec un consommateur ou entre consommateurs, ainsi que les contrats de travail. Cela permettait d'écarter d'emblée tout conflit avec les régimes de protection qui n'acceptent la validité des clauses d'élection de force qu'à des conditions restrictives. Par conséquent, la Convention s'applique principalement aux relations entre professionnels. 28. On s'est demandé si pareille exclusion doit s'appliquer également dans l'hypothèse de consommateurs qui déclarent faussement ne pas agir en cette qualité, notamment lors de la conclusion de contrats d'achat par la voie purement électronique. À cet égard, la commission spéciale avait décidé qu'il fallait s'en tenir à une notion strictement objective du consommateur, protégeant ainsi même celui qui sciemment ne dit pas la vérité au détriment du commerçant qui a fait confiance à la déclaration du consommateur et a cru de bonne foi à la validité de la clause d'élection de force. Cette option n'a pas été remise en discussion lors de la session diplomatique. Par ailleurs, les clauses d'élection de force en matière d'assurance sont couvertes par la Convention. Cependant, lorsque ces contrats engagent un consommateur, ils tombent sous l'exclusion de l'alinéa 1. 29. L'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention porte principalement sur des matières à exclure du champ de la Convention, si elles constituent l'objet du litige. Outre l'arbitrage dont l'exclusion paraît évidente, les matières rejetées en dehors du champ d'application de la Convention sont dans leur grande majorité des matières dans lesquelles la régularité des accords d'élection de force peut sembler douteuse, soit qu'elles soient peu propices à ces accords en raison du caractère extra-contractuel, voire extra-patrimonial des droits en cause, soit qu'elles présentent un caractère au moins partiellement d'ordre public ou q'. Elles impliquent la souveraineté d'un État. Une attention particulière doit être accordée aux droits de propriété intellectuelle. En effet, le débat a porté sur la définition à donner au champ de l'exclusion en matière de propriété intellectuelle. M. Van Loon a soutenu que les alinéas N et O de l'article 2, concernant l'exclusion des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur et les droits voisins reposent sur trois principes.
Le premier principe est que le contentieux portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d'auteur et droits voisins à titre d'objet principal du litige est exclu du champ d'application de la Convention. En effet, comme la délivrance d'un brevet ou d'une marque est un acte d'État, de nombreux systèmes juridiques, y compris les instruments européens, prévoient que leurs tribunaux ont une compétence exclusive pour statuer, avec un effet erga omnes, sur la validité d'un brevet ou d'une marque. Il fallait donc exclure les accords d'élection de fort portant sur la validité de ces droits du champ d'application de la Convention. Il n'en demeure pas moins que la Convention a fait beaucoup d'efforts pour cantonner cette exclusion au seul cas où cette question de la validité se pose à titre principal. Cela se déduit clairement de l'article 2.3. En revanche, les droits d'auteur et les droits voisins, tels que ceux des artistes-interprètes, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de diffusion, ne sont pas des droits déposés et leur validité donne rarement lieu à des contentieux. Le deuxième principe est que le contentieux contractuel portant sur des droits de propriété intellectuelle est inclus. La Convention s'applique donc aux accords d'élection de fort portant sur les contrats de licence, de distribution, de joint venture, d'agence et de développement d'un droit de propriété intellectuelle, y compris les litiges en matière de contrefaçon liés à des contrats. La formule est souple afin de ne pas préjuger de la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action. Si par exemple dans un contrat de licence, le concédant poursuit le concessionnaire devant le tribunal élu pour avoir utilisé une marque d'une façon interdite par le contrat et que l'action est fondée sur une base délictuelle, afin d'obtenir des dommages et intérêts plus importants, cette action est couverte. Le troisième principe est que les affaires de pure piraterie, dans lesquelles il n'existe pas de lien contractuel entre le titulaire du droit et le contrefacteur, sont exclues. Comme les pirates généralement ne conviennent pas d'accord d'élection de fort, cette exclusion est peu surprenante. D'autres exclusions sont justifiées par l'existence de conventions internationales dans la matière exclue. Ainsi, afin de ne pas toucher à ces conventions régissant des secteurs particuliers, ni d'envisager une application combinée, trop complexe en pratique, l'exclusion fut la voie la plus appropriée. Il en est ainsi de l'exclusion de toutes les formes de transport et de diverses questions de droit maritime. 30. Au-delà de la liste des matières exclues par l'article 2, les États parties à la Convention peuvent en vertu de l'article 21 déclarer qu'ils n'appliqueront pas la Convention à une matière particulière. Cette option permet aux États de préserver certains forts exclusifs qui ne sont pas considérés comme généralement admis, ou même d'en créer de nouveaux. Cependant, cette déclaration est soumise à la condition que l'État ait un intérêt important à ne pas appliquer la Convention à cette matière, que l'exclusion soit proportionnée à cet intérêt et soit définie de façon claire et précise. La déclaration doit être formelle. En outre, cette déclaration engage l'État déclarant et s'appliquera avant tout sur son territoire à n'importe quelle étape procédurale au cours de laquelle les tribunaux de cet État seront saisis et particulièrement s'ils jouent le rôle de tribunal requis, mais elle s'appliquera également dans tous les autres États contractants, chaque fois que le tribunal élu sera situé dans l'État ayant fait cette déclaration. Cette dernière extension est jugée nécessaire afin Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.